Batman Cape Crusader, ou Le Justicier Masqué en français, la série qui devait proposer une réinvention inspirée du mythe de Batman. Pour savoir d'où vient cette série sortie cet été sur Prime Video, il faut remonter en 2021. Au départ annoncé durant le DC Fandom 2021, l'événement virtuel lancé pour les fans de DC Comics durant le Covid, qui évoquait les films, séries et jeux vidéo des super-héros DC, Batman Cape Crusader voyait s'allier J.J. Abrams, Matt Reeves en plein projet autour de son film The Batman avec Robert Pattinson, James Tucker et Bruce Timm, celui à qui on doit Batman, la série animée de 1992, considérée par une grande majorité comme la meilleure série animée Batman jamais sortie. La série devait être produite par Warner Bros. Animation et Bad Robot Production, la société de production créée par J.J. Abrams. Elle ne devait pas être une suite à la série de 92, mais une réinvention prenant place au début de la carrière de Bruce Wayne en tant que justicier dans les années 40-60. Bien loin des problématiques cosmiques ou du multivers, on devait, à l'image de The Batman, retrouver une adaptation plus terre-à-terre et réaliste, qui on verra finalement sera plus ou moins le cas, dans un ton plus mature et plus sombre que les séries d'animation Batman récentes. Le projet avait tout pour plaire et hyper les fans du Chevalier Noir, mais en août 2022, HBO Max annonce l'arrêt de production de 6 de ses séries animées pour une coupe budgétaire, parmi lesquelles figure Batman Cape Crusader. Plusieurs mois plus tard, Amazon annonce en mars 2023 voir racheter les droits pour 2 saisons pour sa plateforme Prime Video, raison pour laquelle certains ont été surpris de sa sortie sur Prime au lieu de la plateforme Max fraîchement arrivée en France. Bonjour à tous, c'est Elytic, et aujourd'hui voyons ensemble l'histoire complète de la série Batman Cape Crusader, et pour préciser, la saison 1 vient juste d'être diffusée, et la saison 2 est déjà confirmée mais encore non datée. C'est pourquoi il ne faut pas oublier de t'abonner si mon travail te plaît, pour ne pas manquer l'épisode 2 quand la saison sera sortie, ainsi que mes prochaines vidéos. N'hésite pas non plus à liker la vidéo à la fin si elle t'a plu, ça peut paraître pas grand chose mais ça m'aide beaucoup. Merci à ceux qui le feront. Sur ce, installez-vous confortablement et bon visionnage. L'histoire prend place dans un Gotham des années 40-60, durant le début de carrière du justicier de Gotham. En conséquence, les technologies utilisées sont assez anciennes, loin du bat-ordinateur avec 15 000 écrans et des gadgets à la pointe de la technologie. Batman commet des erreurs et a des faiblesses en combat. Autre conséquence, Batman est encore à ce stade un mythe, les vélins de Gotham City faisant circuler une rumeur sur un mystérieux justicier, mais personne n'en est trop sûr. La police, tout comme le reste des postes à responsabilité, sont pour la plupart corrompus, et la ville est en proie à la guerre des gangs. C'est pour ça que je vais vous présenter les personnages principaux avant de poursuivre pour la bonne compréhension du récit. Nous avons donc Batman sous sa vraie identité Bruce Wayne, playboy milliardaire accompagné de son majordome Alfred Pennyworth, avec qui il entretient une relation moins fusionnelle qu'à l'accoutume, Bruce l'appelant même pas par son prénom mais par son nom de famille. Il peut aussi compter sur Lucius Fox, le directeur commercial de Wayne Enterprise, qui lui fabriquera ses équipements plus tard, mais qui pour l'instant ignore et n'a pas la confirmation de son identité secrète. Du côté du GCPD, la police de Gotham, nous avons Jim Gordon, commissaire du poste et allié secret de Batman, ainsi que sa fille Barbara Gordon, et qui elle travaille en tant qu'avocate commise d'office. Leur seul autre allié est René Montoya, détective incorruptible du poste et une amie de Barbara, la psychiatre Arlene Quinzel. 2 autres policiers sortent du lot, Arnold Flass et Harvey Bullock, tous deux corrompus et à la solde de Rupert Thorne, un chef de gang actif de la ville qui a à son compte la moitié des policiers. Le dernier à être cité est le procureur de Gotham dans la course pour être nouveau maire, Harvey Dent. Nous pouvons maintenant commencer. Un soir, à Gotham, des membres travaillant pour Rupert Thorne chargent en vitesse un camion avec des marchandises précieuses, craignant une descente de police mais surtout la venue d'un justicier venant de faire son apparition. Et si l'un des deux est plus malin, redoutant sa venue, l'autre préfère se moquer de lui, chose qu'il regrettera car dès l'instant d'après, Batman surgit dans un nuage de fumée mettant KO tous les hommes présents. Et alors qu'il se trouve devant le bâtiment, un objet chutant depuis les airs se fait entendre avant que l'entrepôt ne parte en fumée. Remis de ses émotions, Batman en compagnie d'Alfred en sont persuadés, un nouveau gang encore inconnu s'attaque à celui de Rupert Thorne, qui domine actuellement la ville. La raison, 3 de ses entrepôts viennent de partir en fumée dans les jours qui ont précédé, et quelqu'un dans la police enterre cette affaire. Pendant que Barbara Gordon et Harvey Dent se font face dans un procès au tribunal, Batman se rend en secret au GCPD pour inspecter les rapports et trouver le nom de celui qui les a falsifiés. Le nom obtenu, Batman le retrouve et à sa manière récupère le nom de celui qui l'a payé, son nom, le Pingouin. Pendant ce temps-là, un bateau nommé l'Iceberg Lounge est ancré près des côtes de la ville. Oswalda Cobblepot, oui bon c'est une femme dans cette version, mais au final ça n'apporte pas grand-chose dans l'histoire. Donc, Oswalda Cobblepot mène un show sur son bateau en l'honneur de la police. Du beau monde est présent, comme la famille Gordon, la plupart des policiers, Harvey Dent et Bruce Wayne, et même Rupert Thorne.
Rupert avouera même à Oswalda, à qui il fait comprendre qu'il sait que c'est elle qui s'attaque à lui, qu'il a survécu à une tentative d'assassinat grâce à un tuyau reçu par un petit oiseau en montrant l'un des deux fils du pingouin. Bruce de son côté infiltre le bateau pour enquêter sur ce mystérieux pingouin, mais est interrompu dans la cale par Oswalda et ses fils, l'obligeant à plonger et à quitter le navire. La famille Cobblepot s'est en fait mis à l'abri des regards, Oswalda avouant qu'un de ses fils l'a balancé, et alors que les deux se mettent à s'accuser l'un l'autre, elle annonce savoir qui c'est, le plus jeune. Ce dernier se met à fondre en larmes et lui jure que ce n'est pas lui, mais le pingouin le fait bâillonner, mettre dans une valise et balancer au fond de l'océan. Le tout, on le rappelle, sans avoir aucune réelle preuve. Le deuxième, qui est lui la vraie balance, prend immédiatement peur et contacte Thorne qui le laisse se débrouiller seul, et n'a donc pas d'autre choix que de se rendre au bureau de Barbara Gordon pour tout lui avouer et demander une protection contre sa mère, lui révélant qui elle est vraiment. Sur le chemin pour le poste, ils se font tirer dessus mais sauvés de justesse par Batman, et cela ne suffisant pas, le pingouin déploie l'immense canon présent sur le toit de l'Iceberg Lounge en calibrant sur le commissariat de police. Batman s'y rend immédiatement en sous-marin, révélant les nombreuses valises avec des gens enfermés au fond de l'eau, sous le bateau. Un combat acharné s'engage alors, mais Batman échoue et le canon tire une unique fois sur le poste de police, qui a heureusement été évacué juste à temps et qui explose. Le pingouin est appréhendé, mais Batman est inquiet. Maintenant que son empire a disparu, Rupert Thorne a le champ libre pour contrôler tout Gotham. Mais pas le temps de respirer, parce que l'inspectrice Renée Montoya enquête sur la disparition depuis 48 heures d'une actrice célèbre, Yvonne Frances, et mène un interrogatoire de Bruce Wayne, étant la dernière personne à l'avoir vue avant sa disparition. Bruce essaie de la corrompre pour être tranquille, ce qu'elle refuse, le Chevalier Noir essayant en fait de tester si elle est corrompue ou si c'est une policière de confiance, tout en n'oubliant pas de laisser un micro caché pour entendre ce qu'il se dit au commissariat. Elle enquête sur le studio de cinéma où elle apprend que l'acteur Basil Carlo, collègue de Frances, a menti sur son alibi et Montoya se rend immédiatement chez lui. Sur place, elle trouve l'acteur assassiné et appelle le poste. Pendant ce temps-là, un homme encapuchonné s'enfuit de l'appart. Montoya prend conseil auprès de Jim Gordon et alors qu'elle quitte le bureau, Dent essaye de la mettre dans sa poche, la menaçant en disant qu'une fois qu'il sera maire, elle a intérêt d'être de son côté. Le mystérieux tueur de son côté commet un nouveau meurtre dans les studios. Montoya continue d'enquêter dans ces derniers, apprenant que Basil Carlo était un acteur de talent mais qu'à cause de son visage, jugé trop hideux, il n'avait pas eu la carrière escomptée. Il en pinçait pour l'actrice Yvonne Frances, mais son visage devint une obsession et il fit appel à un maquilleur du studio qui a la réputation d'être un escroc. Il lui jure d'arranger son problème avant de se faire virer des studios. Batman, après une altercation avec l'homme mystérieux, tombe nez à nez avec deux cadavres décédés depuis plus de 24 heures, alors que l'un des deux hommes était en train de discuter avec l'inspectrice il y a une heure. De son côté, l'inspectrice se rend chez l'escroc, Jack Hellman. Elle se fait attaquer et alors qu'elle lui met un coup dans le visage, ce dernier se déforme complètement, tel de l'argile. Cette dernière finit par être assommée et lorsqu'elle se réveille attachée non loin de l'actrice Yvonne Frances, elle tombe nez à nez avec l'homme mystérieux qui se révèle. Il s'agit de Basil Carlo qui, obsédé par son visage, s'est vu injecter un sérum expérimental qui a rendu son visage malléable, pouvant prendre l'apparence de qui il voulait. Il a mis en scène sa mort et kidnappé Yvonne Frances qui ne voulait toujours pas de lui et s'est vengé des personnes qui ont ruiné sa carrière au studio. Batman finit par arriver et après un combat parvient à appréhender, vous l'aurez compris, le vilain que l'on nomme Gueule d'Argile. Et d'ailleurs, Basil Carlo est le premier Gueule d'Argile dans les comics, apparu en 1940, alors qu'il y en a eu plusieurs autres depuis. Ici, on a une réécriture de son histoire car à l'origine, Basil Carlo est juste un acteur qui devient tueur dans un studio de cinéma par vengeance mais ne possède même pas de pouvoir métamorphe. Petite parenthèse faite, Montoya tente d'arrêter Batman qui réussit à s'échapper et elle finit par trouver le micro posé par le Chevalier Noir dans sa veste, lui annonçant qu'ils n'en ont pas fini tous les deux. Dans un musée exposant les bijoux de l'élite de Gotham, Bruce Wayne rencontre une héritière nommée Selina Kyle qui s'intéresse aux perles de sa défunte mère Martha Wayne. Cette dernière tente de le courtiser, Bruce lui révélant qu'il sait que le père de Selina est en prison pour fraude fiscale et que des objets de valeur disparaissent quand elle est là. Mais cette dernière lui propose un rencard. Non loin, un journaliste parle mal des perles exposées de Martha et Bruce lui assène un violent coup de poing. Oh, tout de même. Qui finit dans le journal, ce dernier se retrouvant condamné à suivre une thérapie d'1 mois avec le docteur Harleen Quinzel. Harleen tente d'évoquer le traumatisme de la mort de ses parents, et bien que le milliardaire tente de ne pas le montrer, on ressent bien que cela le hante toujours. On retrouve Selina Kyle chez elle, réveillée par sa servante, étant une riche héritière mais on le découvre qu'elle est ruinée, raison pour laquelle la nuit, elle devient la voleuse Catwoman pour se faire de l'argent, cambriolant un nombre impressionnant d'endroits et faisant la une des journaux. Elle se fait capturer et démasquer une première fois par Batman, avant d'être
d'être libérée grâce à Harvey Dent. Bien évidemment, elle renfile le costume et poursuivie par Batman, elle chute dans le vide, ce dernier la sauvant. Elle finit par l'embrasser avant de l'électrocuter, mais elle fait l'erreur de trop en tentant de voler les perles de Martha Wayne, et bien qu'elle ait avec elle une panthère noire, ok, c'est vrai que c'est plus impressionnant qu'une armée de chats, elle se prend une balle par Arnold Flass et Harvey Bullock, qui veulent se venger et en finir tout de suite. Heureusement, ils se prennent une raclée par Batman, mais ce dernier arrête cependant Selina. D'ailleurs, elle tente d'appeler Rita, sa femme de chambre, pour qu'elle paye la caution, mais cette dernière, qui en avait marre d'être maltraitée et non payée par la cambrioleuse, a vendu tous ses biens et s'en va avec son argent, l'abandonnant en prison. Des photos apparaissent dans la presse de Batman, qui commence à se forger une réputation solide, mais surtout recherchée par les autorités. Monsieur, j'ai repensé à ce que vous aviez dit l'autre fois sur d'éventuelles séances avec le Dr. Quinn. Le café est froid. Je vous en prépare un autre, monsieur. Le maire Jessop ordonne devant les journalistes la création d'une unité spéciale anti-Batman dont l'unique but est d'appréhender le justicier qui est décrit comme un criminel de haute dangerosité. Gordon, qui n'a pas le choix s'il veut garder son poste, nomme Montoya à sa tête, bien que Bullock voulait le poste pour se venger de la raclée qu'il a subie, mais la préoccupation de Gordon est plutôt que de mettre tous les moyens pour arrêter Thorne, qui contrôle la ville, ils doivent chasser Batman. La police met donc en scène de fausses agressions pour essayer de l'attirer, ce qui est un échec. Dis donc, vas-y un peu mollo, driver. Pardon, Romy. Je voulais que ça fasse un peu vrai. Le Chevalier Noir comprenant directement la supercherie. Mais il monte d'un cran en mettant en scène une fusillade, et cette fois Batman sort de sa cachette avec la Batmobile, mais parvient à s'échapper. Cet immense échec fait la une des journaux, le maire est furieux, et Batman se permet même de faire un tour au poste pour voir l'avancement de l'enquête. Ils font appel au docteur Harleen Quinzel pour essayer de dresser son profil psychologique, mais pour Bullock et Flass, c'en est trop. Ils veulent récupérer le poste pour diriger l'unité spéciale, et pour ça, ils libèrent un vilain qu'ils gardent sous la main, Firefly, ainsi que son équipement, en lui faisant croire qu'il arrive seul à s'évader. Firefly s'installe dans un immeuble et y met le feu. Voyant Batman arriver sur les lieux, Bullock et Flass appellent toutes les unités disponibles et rentrent dans l'immeuble avec une équipe d'intervention. Et alors que le justicier s'occupe de sauver les civils, dont des enfants avec Gordon, les deux policiers corrompus retrouvent Firefly qui n'a plus de combustible. Ce dernier veut se rendre sans faire d'histoire, mais Bullock et Flass, voulant couvrir leurs traces et se faire passer pour des héros, refusent et abattent le vilain qui chute de l'immeuble, tué sur le coup. Gordon, de retour au poste, veut virer les deux flics véreux, mais maintenant qu'ils sont des héros dans le journal, le maire appelle Gordon pour lui dire qu'il est à ça d'être remplacé et que Bullock et Flass doit être nommé à la tête de l'équipe anti-Batman et qu'ils sont intouchables. Le trio restant de la justice non corrompue se retrouve dans un bar, ne savons pas encore vaincu. Dans les rues de Gotham, Batman tombe sur un homme déguisé en pharaon qui se prend pour un roi et semble complètement déconnecté de la réalité. Après des recherches, Bruce découvre que c'était un homme d'affaires fortuné qui a soudainement fait don de sa fortune à des œuvres caricatives et disparu. Et après des recherches approfondies, il découvre que beaucoup d'autres cas similaires ont été signalés. Dans un café, Barbara Gordon et son ami le Dr. Quinzel discutent de l'état pitoyable de la ville, avant d'être rejoints par l'agent Montoya, et alors que cette dernière révèle que le commissaire Gordon, qui va mal, est comme un père pour elle, Harleen l'invite au restaurant. Batman, dans son enquête, trouve le bureau caché de l'homme pharaon, avant de trouver un carnet de chèques rempli avec le même nom, le docteur Harleen Quinzel. Le docteur, elle, est en pleine consultation avec un danger public et en appuyant sur un bouton capture l'individu avant de l'emmener dans un laboratoire souterrain en revêtant un costume d'arlequin. Ici, elle torture mentalement et physiquement ses clients, qu'elle juge dangereux pour la société, pour leur faire oublier qui ils sont et qu'ils soient à ses ordres. Alors oui, on dirait bien plus une version du docteur Hugo Strange, mais c'est bien une réécriture du personnage d'Harley Quinn, cette fois sans lien avec le Joker, mais on reparlera de ce dernier. Barbara, en menant son enquête, découvre que son suspect numéro 1 est son ami, le docteur Harleen Quinzel. Elle trouve une adresse perdue en dehors de Gotham et s'y rend. Un homme lui ouvre, qui a lui aussi disparu, mais ces derniers lui demandent de partir. Dès son départ, ce dernier qui a la solde de l'Arlequin l'appelle alors qu'elle est en plein rencard avec René Montoya. Il l'informe que Gordon est passé, l'obligeant à mettre fin à son rendez-vous, le soldant par un baiser et disant à René qu'elle se retrouve bientôt. Barbara, quittant les lieux, décide quand même de faire demi-tour et de s'infiltrer dans le domaine, mais en faisant du repérage, tombe sur Batman qui veut s'occuper de Quinzel tout seul.
Il finit par trouver le labo souterrain, mais avant qu'il ne trouve comment les libérer, Harley Quinn fait son entrée, les libérant elle-même et leur ordonnant d'attaquer le justicier. Sans même affronter l'Arlequin, il finit enfermé dans une cellule, se faisant gazer, Harley déclenchant une bombe avec un minuteur de 5 minutes. Heureusement, Barbara qui épie la scène arrive et tente de le libérer, et Harley quittant les lieux en voiture tombe sur la voiture de Gordon, et ne voulant pas voir son ami décédé, retourne sur les lieux pour la sauver. Elle est obligée pour ça d'ouvrir la cellule de Batman, mais la bombe explose avant et emmène dans le vide le Chevalier Noir. Quinzel et Gordon tentent de s'échapper, mais le bâtiment s'écroule de la falaise. Je n'irai pas en prison, ni à Arkham. Barbara est sauvée, mais son ami sombre dans les eaux en contrebas. Votre amitié pour le docteur Quinzel vous a rendu imprudente. Vous auriez dû vous retirer quand... Taisez-vous, c'est tout. Montoya, qui attend sa venue dans un coin de Gotham, ignorant tout de la situation, reçoit un coup de fil. Arline l'informe qu'elle a une urgence et doit quitter la ville quelque temps, mais qu'elle reviendra et la retrouvera. Alors qu'un camion blindé transporte des dons d'une œuvre de charité dans les quartiers industriels abandonnés de Gotham, il semble se faire attaquer par un cavalier fantôme qui réussit à les dérouter. Cela inquiète Bruce Wayne alors qu'il est en pleine discussion avec Lucius Fox, qui gère ses finances et lui annonce qu'il a acheté un terrain sur la côte pour le projet de Wayne d'un quartier résidentiel. Batman s'interroge. Il y avait 5 camions blindés en circulation cette nuit-là, et tous les autres contenaient bien plus d'argent. En plus, celui attaqué était le seul pour une œuvre de charité. Autre problème, il est dit qu'il a été attaqué par un fantôme de Gentleman, théorie que le justicier écarte immédiatement, étant pour lui complètement irrationnelle. De son côté, Harvey Dent est en pleine chute dans sa course pour la mairie. Le maire actuel sort des articles dans la presse pour lui faire du tort, et Harvey commence à perdre des soutiens importants. Complètement enragé, il reçoit la visite de Rupert Thorne, le mafieux lui proposant son aide, notamment financier, mais Dent refuse, affirmant que c'est pour arrêter des hommes comme lui qu'il se présente. Et alors qu'il fait une interview dans le métro aérien de Gotham, où les gens ne semblent que peu l'apprécier, le gentleman fantôme débarque et ordonne que tous les pauvres habitants lui donnent leurs objets de valeur, refusant ceux du procureur, voulant pourtant se sacrifier, avec pour raison de ne rien accepter d'un homme de son rang. Batman enquête, il a trouvé les armoiries du fantôme qu'il ne reconnaît pas, ainsi que le style plus ancien du supposé fantôme. Pour obtenir des réponses, il se rend à la bibliothèque de Gotham où Madame Vilma, une vieille amie à lui raconte que cette armoirie appartient à la famille Craddock, l'une des familles aristocrates qui a fondé Gotham. Leur nom a été rayé de l'histoire car à l'époque, James Craddock a dilapidé quasiment toute sa fortune dans les jeux d'argent. Blâmant le monde car il pensait qu'être fortuné était un droit divin pour lui, il se met à une carrière de brigand à l'inverse de Robin des Bois. Il volait seulement aux pauvres pour lui donner à lui. Et lorsqu'il fut arrêté, il fut pendu sur la place publique. En apprenant ça, Bruce Wayne part sur le coup. Lucius Fox est parti en dehors de la ville acheter le terrain, sans savoir qu'il appartenait en fait à la famille Craddock. Effectivement sur place, Lucius et le descendant Craddock se font attaquer par le fantôme de James pour oser vendre le bien familial. Batman intervient mais découvre qu'on n'est pas dans un épisode de Scooby-Doo et qu'il affronte bel et bien un véritable fantôme, ne parvenant donc pas à le toucher. Pour résoudre ça, il rend visite à un certain Linton Midnight qui possède une boutique occulte à Gotham pour apprendre comment vaincre un fantôme. Dans les comics, Linton Midnight est plus connu sous le nom de Papa Midnight, est un magicien vaudou haïtien, rival du détective de l'occulte John Constantine. Et pour info, James Craddock alias le Gentleman Ghost est lui un ennemi récurrent à travers les âges de Hawkman et Hawkgirl. Pour vaincre Craddock, Batman doit brûler le titre de propriété du fantôme en versant du sang issu d'un aristocrate, chose peu facile à trouver, mais son majordome Alfred révèle être issu d'une famille de ce genre. Retournant au manoir Craddock, Batman et Alfred réalisent le rituel, et bien que le fantôme parvienne temporairement à prendre le contrôle du majordome, ce dernier résiste et ils enferment le Gentleman Ghost dans une fiole que Midnight lui avait donnée. Batman aperçoit ce dernier qui les observait au loin et lui rapporte la fiole, ce dernier restant mystérieux quant au sort qu'il réservait au fantôme. Grand Dieu, non! Ne m'abandonnez pas, cet homme! Du côté de Harvey Dent, les choses dégringolent encore plus qu'avant et décidant de mettre ses principes de côté, passe un coup de fil au mafieux Rupert Thorne.
À un autre bout de la ville, le commissaire Gordon et sa fille sortent du tribunal en plein désaccord, mais à ce moment-là, un homme dans la rue sort un pistolet de son manteau et hurle le nom de Gordon avant de se faire abattre sans avoir pu tirer. La police découvre que l'homme qui vient de se faire abattre se nommait Floyd Lawton, ce qui ne lui rend pas honneur car dans les comics, Floyd Lawton est un assassin professionnel discret qui ne rate jamais sa cible, Deadshot. L'info est donnée, un contrat a été mis sur la tête de Gordon. Et alors que Lawton a raté sa cible, un grand nombre de tueurs à gages font leur arrivée à Gotham, dirigés par un mystérieux Onomatopia, un assassin spécialiste dans le meurtre de super-héros sans pouvoir, muet, qui imite seulement les bruits qui l'entourent. Batman de son côté enquête et informe Barbara que le contrat provient de la prison de Blackgate et qu'il est toujours actif. Elle décide alors, malgré les protestations de son père, de l'emmener à l'abri dans un coin reculé, accompagné de 2 policiers de confiance et de l'inspectrice Montoya. En chemin, ils se font attaquer par une fausse patrouille de police, dont ils parviennent à se débarrasser. Mais le conducteur est touché et la voiture ne peut plus rouler. En mauvais état, il se cache dans les jardins Wayne, un quartier en construction à l'écart de la ville, dans la seule maison qui est debout. Rapidement, ils s'aperçoivent qu'ils sont cernés par les assassins et une longue fusillade éclate. Avec un policier blessé, Jim Gordon et René Montoya s'occupent du devant de la maison, tandis que Barbara et le second policier, l'officier Jim Corrigan, s'occupent de l'arrière. Batman arrive sur les lieux et élimine tous les tueurs à gages présents devant la maison avant de tomber en face à face avec Onomatopia. Un combat difficile a lieu, l'assassin ayant le dessus sur le chevalier noir ayant encore des progrès à faire en affrontement avant finalement de se faire assommer. De l'autre côté de la maison, un affrontement en corps à corps violent a aussi lieu pour Barbara et Corrigan, et alors qu'ils parviennent à éliminer leurs assaillants, l'officier la trahit. Depuis le début, ce n'était pas Jim Gordon qui était visé, mais Barbara Gordon. Heureusement, il n'a pas le temps de l'éliminer et se fait arrêter par Jim. Il s'avérait en fait que c'était une personne enfermée à Blackgate que Barbara avait défendue devant le tribunal qui a mis la prime, estimant que Gordon n'avait pas bien fait son travail. Une fête foraine avec un cirque s'installe en bordure de Gotham, de nombreux divertissements y sont présents comme un inventeur du nom de Anton Knight, ainsi qu'un spectacle avec les bizarreries humaines, des humains présentant des maladies génétiques rares, comme ici une femme à barbe ou un homme lion, et qui malheureusement étaient vraiment présentés comme des bêtes de foire au XVIIIe siècle, comme le tristement célèbre Elephant Man. Les habitants de Gotham s'y amusent, Bruce Wayne y étant pour soutenir son ami Harvey Dent en course pour la mairie, qui a fait venir la fête foraine. Un groupe d'enfants orphelins sont invités et rejoignent la fête, surveillés par Leslie Tompkins, qui dirige l'orphelinat de Gotham, et qui est une bonne amie de Bruce, car elle était aussi amie avec son père Thomas Wayne, et qu'elle a veillé sur lui après leur mort. Bruce est d'ailleurs le plus généreux donateur de l'orphelinat. Problème, un des orphelins, Dickie, a disparu après avoir accompagné une certaine Natalia dans sa caravane. Son ami Jace tente de le retrouver en suivant à son tour Natalia, qui lui a dit savoir où il est. Dedans, Jace découvre que son ami Dickie semble avoir été vidé de ses forces. Natalia le saisit et commence dans une scène effrayante à aspirer sa force vitale. Heureusement, ils sont interrompus par l'inventeur Anton Knight, qui, on le découvre, est son frère. Natalia Knight souffre en fait d'une maladie mystérieuse qui ne peut être évitée qu'en drainant l'énergie des gens, qui lui confère aussi une force accrue. Sa sœur lui jure que c'est le dernier qu'elle enlève et ce dernier s'en va. Mais une nouvelle enfant disparaît, Steffi. Bruce Wayne les voit partir et tente de les arrêter, mais se retrouve nez à nez avec les personnels du cirque. Et alors qu'il tente d'expliquer qu'il cherche 2 jeunes filles qui s'enfuient, c'est sûr que formulé comme ça, c'est plutôt bizarre, et c'est la raison pour laquelle les bizarreries humaines s'attaquent à lui, dont un mystérieux Waylon Jones, aka Killer Croc, qui lui aussi souffre d'une maladie génétique qui lui donne une apparence d'homme crocodile. Il se fait donc tabasser et finit dans le fossé. Leslie Tompkins tente d'avertir Dent que des enfants ont disparu, fait comprendre bien violemment qu'il a d'autres choses à faire, après avoir aperçu Rupert Thorne qui rejoint dans une allée de la fête. De son côté, Anton découvre que sa sœur a encore enlevé une enfant et tente de l'arrêter. Mais elle lui donne un grand coup avec sa force accrue, qui elle ne le sait pas encore, mettra fin à sa vie. Bruce, qui a revêti son costume de Batman, retrouve Anton avant qu'il ne donne son dernier souffle, et ce dernier lui explique la maladie de sa sœur, qui est plus connue dans les comics sous le nom de Nocturna. Il lui révèle qu'elle ne doit pas être exposée à la lumière du jour et qu'elle n'est qu'une enfant.
De son côté, Natalia s'attaque à une nouvelle enfant nommée Carrie, qui se montre bien plus coriace avec sa fronde et qui parvient à fuir une première fois. D'ailleurs, vous l'aurez peut-être remarqué, mais la bande d'enfants qui sont attaqués par Natalia sont tous des références à un futur Robin, que l'on reconnaît aussi bien par leurs apparences que par leur nom. En premier, Dickie, alias Dick Grayson, qui deviendra Nightwing, Jace, alias Jason Todd, qui deviendra Redwood, Steffi avec sa chevelure blonde, alias Stephanie Brown, qui deviendra Spoiler, Carrie avec sa coupe et ses lunettes, alias Carrie Kiley. Carrie se fait rattraper et alors que son énergie se fait absorber, elle se fait sauver par Batman. Ce dernier est impuissant face à Nocturna et commence même à se faire absorber son énergie, mais est sauvée in extremis par Carrie. Batman lui révèle qu'elle a tué son frère et cette dernière s'effondre en larmes alors que le jour se lève. Alors que la lumière du jour, tel un vampire, commence à lui brûler la peau, Batman la sauve malgré les contestations de Carrie qui veut la laisser mourir et l'enroule dans sa cape. On apprend que les 4 enfants vont bien et que Natalia est observée par les médecins pour découvrir ce qu'elle a. Harvey Dent se retrouve lui devant une affaire au tribunal, dans un procès qu'il a lui-même monté, et alors que Rupert Thorne lui avait ordonné d'abandonner les charges en lui accordant son aide, Dent décide de braver l'ordre et se décide à poursuivre l'affaire à la surprise générale. Et alors qu'il se trouve dans les toilettes du tribunal, un homme de main de Thorne surgit et lui balance de l'acide au visage dans un hurlement de douleur pour les avoir trahis. Après son agression, Dent abandonne sa candidature à la mairie et se retrouve avec la moitié de son visage brûlé, sombrant seul dans l'alcool dans son appartement. Son ami Bruce Wayne lui rend visite et tente de lui remonter le moral en l'emmenant au restaurant. Sur place, Dent n'a pas d'appétit et semble à plusieurs occasions changer brusquement de personnalité, devenant violent verbalement après les serveurs et personnes qui le reconnaissent dans le resto, avant de reprendre ses esprits. Il finit par péter les plombs, faisant un discours empli de haine à tous les gens présents et dévoilant son visage horrible, défiguré avant de s'enfuir. Dans la Batcave, Alfred engueule Bruce pour l'avoir emmené au resto pour le pousser dans ses retranchements. Désireux de justice contre ceux qui lui ont fait du tort, Dent se lance dans une série de violences à travers Gotham, éliminant un braqueur dans la rue qui ne le méritait pas, et éliminant plusieurs hommes de Thorne dans un bar, et enfin, l'homme qui lui a lancé l'acide au tribunal, en l'aspergeant d'essence avant d'y mettre feu. On sent cependant bien qu'Harvey est tiraillé et horrifié par ce qu'il vient de faire avant de reperdre le contrôle. Il s'attaque maintenant directement à la demeure de Rupert Thorne, qui au début ne le prend pas au sérieux, avant que l'entièreté de ses hommes présents ne soit éliminée par l'ancien procureur. Sur le balcon, tuez-le! Parce que maintenant, je suis le juge, le jury et le bourreau! Et alors qu'il est sur le point de se faire descendre avec son fils, Batman intervient mais affaibli après tous les combats récents, perd pied face à Double Face qui, heureusement pour le justicier, reprend ses esprits avant de tirer sur Batman, et se rend effondré. En garde à vue, on lui apprend que son avocate est arrivée, ce dernier surpris déclare ne pas en vouloir, mais Barbara se révèle. Barbara explique à Dent qu'elle est prête à l'aider, insistant sur le fait qu'il est égaré. Elle propose de jouer cela à pile ou face, l'emporte et lui laisse même la pièce. Elle le fait transférer à Arkham pour un bilan psychiatrique. Elle lui annonce qu'il peut réduire sa peine en jouant sur le fait qu'il a été procureur 10 ans, qu'il est lui aussi victime dans l'histoire, et de balancer quelques noms avouant donc qu'il a été lui-même corrompu. Harvey refuse et perd même le contrôle un court instant, avouant que l'autre adore jouer à ça. Plus tard, Batman rend visite à Barbara dans son bureau pour parler de Dent et lui laisse même son numéro de téléphone pour qu'elle puisse l'appeler, blaguant en disant qu'elle préférait peut-être une lumière allumée, référence au futur Bat-Signal. Bruce rend visite à son ami pour tenter de l'aider et le convaincre de se battre pour sa cause au tribunal, et alors que ce dernier refuse, Bruce lui-même perd le contrôle de ses nerfs un court instant. De son côté, Thorne refuse qu'Harvey s'en sorte comme ça et contacte ses 2 policiers corrompus favoris, Belloc et Flass, pour qu'ils lui amènent l'ancien procureur. Ces derniers l'enlèvent alors qu'il est déplacé au tribunal sous les yeux de Barbara, et alors qu'elle les poursuit, Harvey arrive lui-même à causer un accident de la voiture, et à s'enfuir avec l'avocate. Elle contacte son père ainsi que Batman pour qu'ils puissent se retrouver sur les quais de Gotham. Ils arrivent tous sur place, Belloc et Flass et leurs hommes aussi, avec pour ordre d'éliminer tout le monde, y compris Barbara. Ils se retrouvent tous séparés et se battent chacun comme ils peuvent contre les hommes de main. Dent se prend une balle et demande à Gordon de l'abandonner pour qu'elle soit sain et sauf, mais elle refuse. Et alors qu'ils sont sur le point de rejoindre leur voiture pour s'enfuir, Belloc les retrouve et s'apprête à leur tirer dessus, mais est arrêté par Jim Gordon et Montoya. Mais il en manque un, Flass surgit d'un autre endroit et tire sur Barbara, Harvey qui voit la scène ayant tout juste le temps de s'interposer et de se prendre la balle à sa place. Batman arrive à ce moment-là, empêchant Flass de tirer une nouvelle fois, et en apercevant le corps sans vie d'Harvey, saisit le pistolet posé au sol.
Layla, une petite seconde. Vous n'êtes qu'un justicier de pacotille. Je suis officier de police, moi, bordel! Heureusement pour le flic corrompu, Batman parvient à garder son sang-froid et tirer tout autour de lui avant de l'assommer d'un coup de poing empli de rage. Le commissaire rejoint Batman lui disant de partir avant l'arrivée des autres policiers. Après cela, Alfred assure à Batman que même s'il n'a pas réussi à atteindre l'humanité de Dent, Batman a lui toujours la sienne. Batman se rend compte de l'étendue de la tâche qui l'attend, à 4 contre la ville entière, et pour la première fois prononce ces mots. Merci, Pennyworth. Alfred. Merci, Alfred. Dans son coin, Rupert Thorne se réjouit de la mort de Dent et félicite Bullock et Flash pour avoir réussi, et alors qu'il admire la vue satisfait, il reçoit un batarang qui lui effleure l'oreille, et au loin, en haut d'un immeuble, il aperçoit le Chevalier Noir de Gotham qui le regarde comme une menace, lui annonçant qu'il va s'occuper de son cas. Ailleurs, dans un coin reculé et inconnu de la ville, un homme mystérieux tue une série de victimes avec une toxine qui les fait mourir de rire de manière incontrôlable, nous teasant pour la saison 2, vous l'aurez compris, l'arrivée du pire ennemi de Batman, le Joker. Ainsi s'achève la première saison de la nouvelle série animée Batman, Cape Crusader. Je suis impatient d'avoir vos avis sur la série dans les commentaires et sur la réécriture de certains ennemis du Chevalier Noir. J'aurais personnellement aimé voir de nouveaux ennemis. On se donne donc rendez-vous dans quelques temps pour la saison 2 et la semaine prochaine pour une autre série sortie récemment que vous attendez sûrement. Alors abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos et mettre un pouce bleu pour soutenir mon travail s'il vous a plu. Si vous ne pouvez pas patienter, n'hésitez pas à aller voir mes épisodes sur les films Lego Batman ou sur la série Harley Quinn. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, ciao!